Donc, bonsoir à tout le monde. Donc, je m'appelle Negar Nagavi et je suis directeur de recherche au CNRS à l'Institut de photovoltaïque, à l'Institut de recherche et développement sur l'énergie photovoltaïque, qui est un laboratoire commun entre EDF, CNRS et Chimie ParisTech et qui fait aussi partie d'aujourd'hui de l'Institut photovoltaïque Île-de-France. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier Jean-Marie Tarascon de m'avoir invité pour vous parler de l'aventure solaire du grain de sable aux panneaux solaires à haut rendement. Donc, comme vous le savez bien, le soleil est une source abondante et inépuisable. Et si on regarde un peu en détail, il faut savoir que le soleil, aujourd'hui, il envoie à la surface de la Terre chaque année une énergie d'environ de l'ordre de 8 à la puissance 10 puissance 8 TWh. Ça veut dire à peu près 6000 fois plus que la consommation d'énergie commerciale primaire qui a été utilisée par l'humanité en 2008. Ce qui veut dire que finalement, on ne manque pas de sources d'énergie sur Terre et qu'avec le Soleil, on ne va jamais manquer de sources d'énergie. Mais aujourd'hui, la seule façon de pouvoir transformer cette énergie solaire inépuisable directement en électricité, c'est de passer par ce qu'on appelle les panneaux photovoltaïques ou les panneaux solaires. Mais si on regarde un peu ici la production d'électricité, on peut voir que finalement, aujourd'hui, malheureusement, il y a 72,2% de la production d'électricité qui ne vient pas des énergies renouvelables, mais des énergies fossiles et nucléaires. Et dans les 22,8% restants, il y a seulement 1% de la production d'électricité qui vient du solaire photovoltaïque. Et ça, il faut savoir que le développement vraiment de l'industrie photovoltaïque a commencé essentiellement en début des années 2000, où il y a eu des politiques clés de soutien des gouvernements au développement du photovoltaïque. Mais depuis, comme vous pouvez le voir sur cette graphe-là, il y a eu une croissance assez soutenue de la production photovoltaïque qui était de l'ordre de 30 à 40% par an, ce qui nous a permis en 2015 d'atteindre 1% de production électrique mondiale. Et si on continue juste à ce rythme-là, les projections disent que d'ici 2050, il y aura environ 16% de l'électricité mondiale qui va être produite, qui va venir par les panneaux solaires et par le photovoltaïque. Mais si on retourne un peu en arrière, il faut savoir que l'effet photovoltaïque, il a été découvert il y a bien longtemps par Edmond Becquerel, qui était un chercheur français et qui a été présenté en 1839 par son fils Antoine Becquerel à l'Académie des sciences. Il faut aussi savoir qu'Albert Einstein a eu lui aussi son prix Nobel en écrivant ce qu'on appelle l'effet photoélectrique. Mais les cellules solaires qu'on utilise aujourd'hui, sous leur forme actuelle qu'on utilise aujourd'hui, ils ont été créés seulement en 1954 pour la première fois par 3 chercheurs américains des laboratoires Bell qui s'appelaient Daryl Chapin, Calvin Fuller et Gerald Pearson. Et ces chercheurs-là ont publié la première cellule solaire à base de silicium, dont vous pouvez voir la photo ici, qui a donné un rendement de 6%. Mais depuis, il faut savoir qu'à partir du moment où on a fabriqué ces cellules solaires, le développement de ce type de cellules solaires a été effectué assez vite. Et 2 ans plus tard, il y a eu la première cellule solaire avec un rendement de 9% qui est mis au point, et ceci pour des applications satellites. Et il y a eu le premier satellite qui a été alimenté par des cellules solaires qui a été envoyé déjà dans l'espace. Ici, vous pouvez voir la photo de cette première satellite qui a été alimentée par les cellules photovoltaïques. Et donc, 2 ans après, il y a eu déjà les premières productions industrielles, toujours pour les satellites, des cellules solaires à base de silicium, qui donnaient à cette époque-là des rendements de l'ordre de 14%. Et donc, aujourd'hui, toutes les stations spatiales sont équipées, évidemment, de panneaux solaires pour fonctionner. Mais en ce qui concerne les applications terrestres, il a fallu attendre les années 70 et la crise pétrolière pour que les gouvernements et les industriels décident d'investir plus dans la fabrication des panneaux solaires pour les applications terrestres.
Et à partir de là, on peut retenir 3 dates clés. Une, c'est le début des années 80, où il y a eu les premières cellules solaires en couche mince avec des rendements de 10% qui ont été fabriqués. Une, c'est le début des années 90, où il y a eu un nouveau type de cellules solaires qu'on appelle des cellules hybrides ou organiques qui ont été mises au point. Et une, c'est le début du XXIe siècle, où les chercheurs ont commencé à travailler sur des nouveaux concepts de cellules solaires, qu'on va voir un peu plus en détail durant cet exposé. Donc, comme je vous ai dit, en fait, les cellules solaires sont basées sur des technologies bien variées. Il y a 3 générations, on peut diviser les technologies de cellules solaires en 3 générations. Il y a ce qu'on appelle la génération 1, qui est basée sur la technologie de silicium cristallin. C'est en général cette technologie, les panneaux solaires que vous voyez, vous, dans la nature, enfin, vous pouvez croiser, ce sont des cellules solaires souvent à base de silicium cristallin. Après, il y a ce qu'on appelle les technologies de couche mince, qui sont les générations, on appelle la génération 2, qui sont basées effectivement sur ce qu'on appelle des couches minces, qui sont soit à base de silicium amorphe ou ce qu'on appelle des chalcogénures, soit à base de ce qu'on appelle les cellules colorants organiques, ou aujourd'hui aussi, il y a ce qu'on appelle les cellules perovskites. Et enfin, il y a la génération 3 des cellules solaires, qui sont ce qu'on appelle les cellules solaires de très haut rendement, où on essaye de dépasser les limites théoriques de rendement de ce type de cellules solaires, et qui sont basées soit sur ce qu'on appelle les cellules solaires tandem, des cellules solaires à base de concentrateurs, ou qui sont basées sur des nouveaux concepts de fabrication de cellules solaires. Mais malgré toutes ces différentes technologies, il faut savoir que, comme vous pouvez le voir sur cette graphe-là, le marché photovoltaïque est essentiellement dominé par le silicium. Et bien que ce marché-là de PV a fortement augmenté depuis les années 2000, on peut voir ici qu'aujourd'hui, 91% du marché mondial est essentiellement basé sur les technologies de silicium cristallin, poly- et monocristallin, et seulement il y a 9% qui sont basés sur d'autres technologies qu'on appelle les technologies de couche mince. Mais ceci, ça ne veut pas dire qu'on s'est arrêté, les chercheurs se sont arrêtés à travailler que sur le silicium. Ici, vous avez une graphe où on a l'évolution de rendement des différentes technologies photovoltaïques au cours des 35 dernières années. Et pourquoi c'est un graphe assez compliqué? Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que finalement, les technologies, il n'y a pas qu'une technologie photovoltaïque, mais il y a quand même un nombre assez varié et différent de technologies avec des rendements qui peuvent aller d'une dizaine de pourcents jusqu'à 40% de rendement. Mais avant de rentrer dans ces technologies-là, rapidement, qu'est-ce que c'est que la conversion photovoltaïque? Finalement, c'est assez simple, c'est de pouvoir transformer directement une énergie électromagnétique, le rayonnement, qui est en fonction de la longueur d'onde de la lumière, en énergie électrique de type continu et directement utilisable. Donc, pour cela, les cellules photovoltaïques classiques sont en général à base de semi-conducteurs qui vont être capables de convertir directement la lumière en électricité. Et donc, c'est cette conversion-là qu'on appelle l'effet photovoltaïque. Donc, pour comprendre le fonctionnement des cellules solaires, il faut bien connaître les propriétés des semi-conducteurs, mais également les propriétés du rayonnement solaire. Donc, les semi-conducteurs, comme vous devez le savoir, ce sont des matériaux qui ont une conductivité qui est entre les métaux et les isolants. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que dans ce type de matériaux, on a ce qu'on appelle une bande interdite, qui est la différence d'énergie entre ce qu'on appelle la bande de valence et la bande de conduction dans ces matériaux-là, qui est entre 0,6 et 3 électronvolts. Donc, la majorité des semi-conducteurs qui sont utilisés dans le photovoltaïque, ils se situent sur cette partie-là du tableau périodique. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si on prend un semi-conducteur standard et qu'on le met sous un rayonnement solaire, le cas classique, c'est que le rayonnement solaire va apporter une énergie qui va envoyer un électron qui est dans la bande de valence du semi-conducteur vers la bande de conduction. Donc, on est dans un état excité hors équilibre. Mais ce qui va se passer, classiquement, c'est que cet électron aura tendance, naturellement, de revenir à son état d'équilibre. Et donc, c'est le cas classique où notre matériau va se chauffer, on va créer de la chaleur.
Maintenant, nous, on ne veut pas créer de la chaleur, mais on veut créer de l'électricité. Donc, ça veut dire qu'on veut essayer de séparer ces électrons et les trous et les forcer à passer directement dans un circuit extérieur pour donner du courant électrique. Et c'est ça qui fait l'effet photovoltaïque. Donc, pour ça, comment on va faire? Donc, en général, comment on va fabriquer la cellule solaire? Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle la jonction PN. Donc, ici, vous avez une structure classique d'une cellule solaire. Donc, à l'arrière, vous avez ce qu'on appelle un contact métallique. Par-dessus, vous avez ce qu'on appelle un semi-conducteur de type P. Ça veut dire qu'il est dopé par des trous. Donc, il y a un extrait de trou dans ce type de semi-conducteur, donc qu'on appelle aussi absorbeur. Ce matériau-là, il doit pouvoir absorber le maximum d'énergie solaire. Par-dessus, on vient de déposer un autre semi-conducteur, cette fois-ci dopé N, avec un extrait d'électrons, qui doit, lui, par contre, laisser passer le maximum d'énergie solaire qui va être absorbé dans l'absorbeur. Et enfin, on vient de rajouter des contacts métalliques à la surface de notre cellule solaire pour pouvoir récupérer les électrons. Donc, quand on va venir envoyer un photon qui a une énergie qui est plus grande que le gap de notre semi-conducteur de type P, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir la génération d'un électron et d'un trou, et grâce à la jonction PN, on va alors pouvoir récupérer cet électron au bord de la cellule solaire et créer de l'électricité. À partir de là, on va venir mesurer le rendement de conversion d'une cellule solaire photovoltaïque. Alors, qu'est-ce que c'est ce rendement? C'est finalement la puissance électrique maximale qu'on peut extraire au bord de notre cellule solaire sur la puissance du rayonnement incident sur une surface S, ici, de la cellule solaire. Mais il faut savoir que ce rayonnement incident, suivant qu'on soit au pôle Nord ou en Afrique, à Paris ou en Espagne, ça ne sera pas le même qu'on soit le matin, l'après-midi, l'hiver ou l'été, ça ne sera pas le même. Et donc, pour finalement pouvoir comparer le rendement photovoltaïque de différentes cellules solaires entre eux, il y a eu ce qu'on appelle une irradiation de référence qui a été définie, qui est de 1000 watts par mètre carré, qu'on appelle l'énergie lumineuse incident, à température de 25 degrés. Et en général, on compare la puissance maximum d'une cellule solaire à cette énergie lumineuse incident. Et donc, c'est quoi l'unité de ce rendement? C'est le watt-crête. Qu'est-ce que c'est le watt-crête? C'est une unité qui va servir à définir la puissance qui est disponible au bord d'une cellule solaire ou d'un module ou d'un champ solaire sous l'irradiation de référence. Et sa dimension, c'est quoi? C'est finalement juste une dimension d'une surface, parce qu'on a la puissance qui est sa dimension de watts, et la puissance initiale, c'est watts par mètre carré. Donc finalement, la dimension du watt-crête, c'est un mètre carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, les clients, on va acheter une surface essentiellement de captation plus ou moins grande, suivant le rendement des cellules considérées. Donc si on veut avoir des cellules de plus en plus petites, des cellules solaires de plus en plus petites, il faut réussir à augmenter de plus en plus le rendement photovoltaïque des cellules solaires. Mais il y a quand même une limite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas indéfiniment améliorer le rendement photovoltaïque des cellules solaires parce que le rendement maximal est fixé par ce qu'on appelle la limite de Shockley-Kessler, qui dit que pour des cellules d'une simple jonction PN, ce maximum de rendement ne peut pas dépasser les 30%. Et donc, finalement, on ne peut pas espérer. Et donc, ceci est relié au gap de l'absorbeur. Et donc, un gap optimum d'absorbeur de 1,4 électronvolts permet alors d'atteindre au maximum 30% de rendement photovoltaïque. Et si vous regardez sur cette graphe-là, ici, il y a à peu près plus ou moins tous les matériaux qui sont utilisés comme absorbeurs dans les cellules solaires. Et vous pouvez voir que leur gap, ils sont tous pas très loin de 1,4 électronvolts. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Il faut savoir quel est le moteur de développement du photovoltaïque à grande échelle. Essentiellement, c'est que le photovoltaïque doit devenir concurrentiel par rapport
à d'autres sources d'énergie qui sont le fossile et le nucléaire. Donc, l'objectif est toujours de réussir à de plus en plus baisser le coût de production de l'électricité photovoltaïque. Ce coût dépend évidemment du prix total de la fabrication, ici vous avez la formule, de modules par mètre carré, mais aussi à 1000 fois le rendement de conversion. Donc, soit il faut trouver des méthodes de fabrication bas coût, soit il faut essayer de plus en plus augmenter le rendement de ce type de cellules photovoltaïques. Donc, ici, je vous ai présenté une courbe avec les rendements et le prix du photovoltaïque par la surface, par mètre carré. Et ici, vous avez les différentes générations que je vous ai montrées au début de cellules solaires. Et effectivement, vous pouvez voir que pour arriver à des prix de 0,2 $ par watt, il faut aller vers des rendements qui sont au-delà de 20%. Mais ceci n'est pas tout, c'est-à-dire que sur cette graphe-là, je vous ai présenté l'évolution du prix de panneaux photovoltaïques depuis les 35 dernières années. Ici, c'est le prix réel, toute technologie confondue, et ici, c'est l'estimation. Et ce qui est intéressant sur cette graphe-là, c'est qu'à chaque fois qu'on voit qu'il y a eu la production du photovoltaïque cumulée à doubler, on a eu à chaque fois environ 20% de baisse du prix du photovoltaïque. Donc, ça veut dire qu'en plus, si on veut baisser les coûts de production des panneaux solaires, il faut aussi réussir à produire de plus en plus. Plus on va produire et plus on va casser les prix. Donc, maintenant que je vous ai raconté tout ça, je vais essayer de vous montrer, durant la suite de cet exposé, comment finalement la chimie va jusqu'alors aider ou pourra aider dans l'avenir à améliorer les performances des cellules solaires et aussi à baisser les coûts des panneaux photovoltaïques. Donc pour cela, je vais commencer par vous parler de la technologie le plus standard qui est le silicium. Après, je vais vous parler de la technologie des couches minces où on a beaucoup moins de quantité de matière. Je vais vous présenter quelques exemples de filières émergentes et montrer comment, à partir de tout ça, on peut aller vers de très hauts rendements photovoltaïques. Donc, pour commencer, on va commencer de la technologie silicium. Donc, pourquoi le silicium? Alors, c'est très simple parce qu'aujourd'hui, le silicium, c'est le second élément le plus abondant sur la croûte terrestre après oxygène. En effet, le silicium, il existe sur Terre sous forme de silice, qui est quoi? Qui est finalement le sable qu'on peut trouver un peu partout, à la plage, dans le désert. En plus, il présente une faible toxicité et son gap ou son bande interdit est de l'ordre de 1,1 électronvolt, donc parfait au rayonnement solaire. Mais maintenant, comment on fabrique un panneau solaire? Donc, on a notre silice, mais on veut avoir du silicium pur. Donc, dans un premier temps, il faut transformer le silice en silicium métallurgique. Pour cela, en général, ce qui se passe, c'est qu'on met le silice en présence du charbon à des températures assez hautes dans un four à arc à 1900 degrés, ce qui permet alors d'avoir du silicium métallurgique. Mais cette silicium métallurgique, pour nous, ce n'est pas assez pur pour fabriquer des cellules solaires. Donc, il faut aller encore plus la purifier. Mais pour ça, c'est là où on peut voir qu'il y a la chimie qui est intervenue. Donc, évidemment, ce n'est pas une chimie très compliquée, mais c'est qu'on va venir le silicium à l'aide du HCl, faire une réaction chimique qui va nous donner du trichlorosilane. Ce trichlorosilane, on peut alors le distiller plusieurs fois, et puis on va le réchauffer pour enlever le chlore et le H2. Et donc, à ce moment-là, on va avoir notre silicium qui est, comme vous pouvez le voir, extrêmement pur. Une fois qu'on a cette silicium extrêmement pur, maintenant, il faut aller préparer ce qu'on appelle un silicium qui a le moins de défauts possible. Donc, c'est quoi un silicium qui a le moins de défauts possible? Ça veut dire qu'il faut que ce soit un monocristal. Donc, on va préparer un lingot de silicium monocristalin. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir fondre le silicium dans un four à très haut rendement, à 1400 degrés. On va prendre un petit germe de silicium qu'on va introduire dedans et on va essayer d'extraire de manière contrôlée
un grand lingot, un monocristal de silicium qu'on appelle le lingot de silicium. Ce procédé-là est assez classique et c'est utilisé pour préparer les lingots de silicium. Mais comme vous pouvez voir, c'est quand même assez compliqué et assez coûteux. Donc on peut aussi se dire, bon, on va avoir un silicium peut-être avec un tout petit peu moins bonne qualité. Cette fois-ci, on va préparer ce qu'on appelle des siliciums polycristallins. À nouveau, on va venir fondre le silicium dans un creuset en quartz à 1500 degrés. Et cette fois-ci, on va orienter, au moment de refroidissement, orienter du bas en haut la solidification de ce lingot pour avoir malgré tout une structure colonnaire et des gros grains. Parce qu'il faut avoir le moins de défauts et le moins de joints de grains dans le silicium pour avoir un bon rendement photovoltaïque. Sachant qu'à ce moment-là, on a déjà dopé le silicium par incorporation du bore. Une fois qu'on a nos lingots, on va alors venir les découper en petites plaquettes qui ont en général des épaisseurs de 200 à 400 micromètres. C'est l'épaisseur qui est nécessaire pour pouvoir absorber le maximum de l'énergie solaire. Donc on va les découper avec des diamètres qui vont de 150 à 300 mm. Et il faut savoir que à ce moment-là, il y a quand même pas mal de pertes dans la fabrication de ces plaquettes de silicium, suivant l'épaisseur de fil de scie qu'on va utiliser. Et la découpe de panneaux solaires à base de silicium, il coûte environ un tiers du prix des plaquettes. Et enfin, pour finir, on va venir fabriquer l'émetteur de la partie N, la jonction N, en diffusant du phosphore dans une profondeur de 1 micromètre de cette plaquette de silicium. Et on va venir faire un petit traitement de la surface par la soude pour enlever les défauts qui ont été créés au moment de découpe, mais aussi pour pouvoir un peu nanostructurer la surface de cette plaquette. Et enfin, on va venir déposer nos contacts métalliques à la surface des cellules. Les contacts métalliques, à nouveau, ils sont utilisés pas par des techniques de vide, mais ce qu'on appelle la sérigraphie, qui est l'application d'une suspension fine de particules d'argent et de verre dans un mélange de liants organiques qu'on va puis sécher et recuire à four à haute température. Et ainsi, vous avez votre cellule solaire à base de silicium. Et vous pouvez voir aujourd'hui le schéma des meilleures cellules à base de silicium qui donnent aujourd'hui 25% de rendement et qui sont présentées ici. Donc, bien que ces cellules-là, pour le monocristallin, ils donnent 25%, en moyenne, le rendement d'une cellule solaire, en moyenne, en production, c'est entre 16 et 20%, avec des tailles qui font 15 cm². On va venir alors connecter un certain nombre de ces cellules-là, 60 ou 72 cellules entre eux, pour avoir ce qu'on appelle le module photovoltaïque, qui donne, lui, un rendement plus bas que celui de cellules, entre 14 et 16%, et qui a, par exemple, 60 cellules qui ont une taille de 1 fois 1,4 m². Donc aujourd'hui, ces cellules solaires-là, ils sont à base de silicium, sont garantis 25 ans. Évidemment, les rendements que je vous donne ici se sont mesurés dans les conditions standards de 1000 watts par mètre carré à 25 degrés et qui sont évidemment très différents des conditions réelles. Donc aujourd'hui, le coût de production d'un module solaire, grâce, on va dire quelque part, des Chinois, de la concurrence chinoise, est quand même assez bas. Il est entre 0,5 et 1,5 $ par watt. Évidemment, ça reste quand même beaucoup plus élevé que le nucléaire ou les énergies fossiles. Maintenant, quand même, vous avez vu que, bon, on a fabriqué ces panneaux solaires, mais la fabrication de ces panneaux solaires, ça coûte assez cher, c'est assez laborieux, et ce n'est pas si facile que ça. Donc, l'idée, c'est maintenant comment on peut encore plus diminuer le coût de production des panneaux solaires. L'une des façons, c'est finalement d'aller à diminuer fortement la quantité de matériaux utilisés dans les cellules solaires. En effet, dans le silicium, il faut au moins entre 100 et 200 micromètres de matériaux premiers pour pouvoir absorber la lumière. Alors qu'il existe des matériaux qu'on peut appliquer en couche mince, dont ils ont un coefficient d'absorption de la lumière assez élevé, et donc il suffit juste 1 à 5 microns de matériaux premiers. Donc,
c'est à partir de là qu'il y a eu les technologies en couche mince qui ont été développées pour, d'une part, une plus grande capacité de production en essayant de réduire la consommation de matières premières et l'énergie fournie lors de leur fabrication et essayer de diminuer le coût des modules pour les applications terrestres sur grande surface. Et donc, quel est l'avantage des technologies en couche mince? C'est qu'ils donnent la possibilité d'utiliser des procédés de fabrication très variés, à la fois des technologies sous vide, mais aussi des technologies atmosphériques et chimiques. Et aussi, ça permet d'avoir une grande souplesse de fabrication par des procédés à grande échelle. Donc, pour les matériaux en couche mince, les absorbants qui sont utilisés pour les matériaux en couche mince sont essentiellement les matériaux qui sont à base de la colonne 2,6 de tableau de périodique et de 1,3,6 du tableau de périodique, c'est-à-dire tellure de cadmium et disélénure ou disulfure de cuivre indium, qu'on appelle aussi le CIS ou le CIGS. Donc ici, vous pouvez voir à peu près le progrès de ce type de cellules solaires, les cellules solaires en couche mince. Et donc, on a ce qu'on appelle le silicium. On a aussi ce qu'on appelle le silicium amorphe, qui permet aussi de le déposer en couche mince. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment on les fabrique, sachant qu'aujourd'hui, même les modules, ils donnent seulement 9% de rendement et se sont essentiellement utilisés pour les applications niches. Par contre, si on regarde les deux autres technologies, le tellure de cadmium et le CIGS, on peut voir qu'aujourd'hui, les cellules records, ils donnent des rendements au-delà de 22%, ce qui est plus élevé que celui de silicium polycristallin. Par contre, il y a un grand écart encore entre le rendement des modules, qui sont aujourd'hui de l'ordre de 12 à 14%, et des cellules fabriquées au laboratoire. Et aussi, le coût de production de ces cellules solaires sont à la base plus basses que celui de silicium. Par contre, le problème, c'est que comme ils ne sont pas encore en production de masse, il faut les produire beaucoup plus pour pouvoir continuer à baisser leur prix. Donc, commençons d'abord par le CDTE, qui aujourd'hui présente 5% du marché photovoltaïque. Donc, c'est quoi la caractéristique de tellure de cadmium? C'est qu'il a une structure de type zinc blend. Donc, il a un gap direct de 1,44 électronvolts, ce qui est parfait. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un coefficient d'absorption très élevé. Et si ici on regarde son diagramme de phase, son diagramme de binaire, on peut voir qu'il est extrêmement stable tout au long de sa composition. C'est-à-dire quand on va déposer du CDTE, on va toujours avoir du CDTE. Et donc, pour cela, il est très facile de le fabriquer. Comment on le fabrique? On prend de la poudre de CDTE qu'on va chauffer, sublimer à une température entre 600 et 700 degrés, qui va venir être déposé sur un substrat qui, lui, est chauffé à 600 degrés. Et nous avons notre tellure de cadmium. Donc ici, vous avez la structure, on peut voir la structure en détail de ce type de cellules solaires. Donc le dépôt, cette fois-ci, on fait des dépôts de couches minces. Donc c'est-à-dire qu'on va venir déposer couche par couche les différentes couches. Donc on a notre substrat. On commence par déposer le contact arrière, qui est un matériau conducteur et transparent qu'on appelle le TCO. Puis on va venir déposer d'abord le semi-conducteur de type N, qui est très mince, qui fait une cinquantaine de nanomètres, qui est à base de CDS. Puis on va venir déposer le tellure de cadmium, qui fait entre 2 et 5 micromètres. Et enfin, on va déposer le contact arrière, qui est en général à base de carbone ou de cuivre. Donc aujourd'hui, l'acteur principal qui produit ces cellules solaires, c'est First Solar. Il faut savoir qu'il est aujourd'hui le second producteur mondial de panneaux solaires. Toutefois, il y a quand même quelques problèmes pour le tellure de cadmium. D'une part, c'est la rareté de tellure, mais aussi, il faut savoir que dans le tellure de cadmium, il y a le cadmium. Même si le tellure de cadmium, c'est un matériau extrêmement stable et a priori, il n'y a aucun danger, mais dans l'opinion publique, à partir du moment où on parle du cadmium, ça fait peur parce que le cadmium ça reste quand même un métaux assez toxique. Donc, en parallèle, il y a un autre type de cellules solaires, de matériaux qu'on appelle le disélénure de indium, gallium et de cuivre. Vous voyez bien que ce sont des matériaux assez compliqués, assez complexes, mais il faut savoir que ce sont quand même, malgré leur complexité, ce sont des matériaux très intéressants.
Pourquoi? Donc, on appelle ça, il vient de la famille chalcopyrite, en référence au minéral qu'on appelle le CuFeS2. Et donc, c'est quoi l'avantage de ces matériaux-là? D'une part, évidemment, comme le CDTE, ils ont un coefficient d'absorption très élevé, donc il suffit d'utiliser maximum 2 micromètres de ce matériau-là pour absorber toute la lumière, toute l'énergie solaire. Mais en plus, au contraire du silicium, ils sont extrêmement tolérants aux impuretés, donc on n'a pas besoin de les purifier, ils sont très tolérants aux impuretés, et aussi tolérants aux défauts et aux joints de grains. Donc on n'a pas besoin d'avoir des monocristaux, mais des tout petits grains suffisent pour, et les cellules solaires, même avec des petits grains, ils donnent des bons rendements. Donc ici, je vous ai présenté la structure d'une cellule solaire à base de CIGS. Donc c'est pareil, nous avons ici notre substrat qui est à base de verre ou métal ou même plastique. On va venir déposer par-dessus une couche de molybdène qui est utilisée comme contact arrière et qui a une épaisseur entre 0,3 et 1 micromètre. Cette couche-là est déposée par ce qu'on appelle une technique de sputtering, qui est une technique de vide. Par-dessus, on va venir déposer notre absorbeur, le CIGS, que lui aussi, il fait une épaisseur de 2 à 2,5 micromètres. Et en général, pour les meilleures cellules solaires, cette couche-là également est déposée par la coévaporation, qui est une technique de vide. Enfin, on vient de déposer notre semi-conducteur de type N, qu'on appelle la couche tampon, qui est à base de CDS. Et on finit la cellule par une couche de ZNO dopé aluminium, qui est un électrode transparent et à la fois conducteur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde d'une part la taille des grains dans ces cellules de CIGS, vous pouvez voir qu'on peut avoir des grains qui font 1 micromètre à 2 micromètres, ce qui n'empêche pas d'avoir de très bons rendements pour ces matériaux-là. Et la deuxième chose, c'est que si on regarde toutes les étapes de fabrication de ces cellules solaires, à part le dépôt de la couche de CDS, toutes les autres étapes sont faites par des techniques de vide. Mais alors, on va voir que pourquoi on dépose cette couche de CDS par une autre technique qu'on appelle la dépôt chimique en solution ou CBD. Ici, je vous ai présenté l'évolution des rendements des cellules solaires à base de CIGS dans le temps. On peut voir qu'il y a eu quelques progrès importants qui ont été faits, dont l'une qui se trouve en 1995. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est qu'avant 1995, entre autres, le CDS était déposé par une technique de vide qui était l'évaporation. Et en 1995, il y a eu un changement. Donc, les chercheurs ont décidé, finalement, au lieu de déposer le CDS par PVD, le déposer par dépôt chimique en solution. Pourquoi? Parce que si on regarde de plus près la surface de CIGS, on voit que la surface de CIGS n'est pas plan, mais assez rugueux. Et donc, si on vient de déposer un matériau par une technique de vide sur une surface rugueuse, on ne peut pas parfaitement couvrir cette surface rugueuse, et donc nous n'allons pas avoir une parfaite jonction PN à tous les niveaux de la surface du CIGS. Donc, des chercheurs à Paris, l'équipe de Daniel Lanco, ils se sont dit, on va aller utiliser une technique très simple de dépôt chimique en solution qu'on appelle le CBD. Et comment on fait? Cette technique-là, c'est très simple. On prend un milieu à queue, on plonge le substrat dedans, on va prendre un sel métallique, du sulfate de zinc ou cadmium par exemple, un agent complexant et un donneur de soufre. On va venir le chauffer tout ça entre 60 et 80 degrés et on va voir que si on a les bonnes proportions des différents éléments chimiques, on peut alors déposer une couche parfaitement couvrant. À la surface, on va avoir une nucléation et formation d'une couche parfaitement couvrant à la surface de CIGS. Effectivement, comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez voir qu'on a ici la couche de CIGS et le CDS, il vient parfaitement couvrir tous les creux de la surface de CIGS. De plus, avec ce procédé-là, on peut faire des dépôts très homogènes sur des surfaces relativement grandes. Donc ici, on a un verre de 5 x 5 cm², mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des industriels qui fabriquent des machines automatiques qui permettent de faire ce type de dépôt chimique sur des surfaces qui vont jusqu'à 140 x 110 cm².
Évidemment, vous allez me dire, bon, il y a le CDS, il y a encore du cadmium dans tous ces panneaux solaires, même s'il n'y a que 50 nanomètres, ça pose problème. Donc, les chercheurs ont pensé comme vous et ils se sont dit, depuis une vingtaine d'années, ils essayent de remplacer cette couche de CDS, qu'en plus il a un gap qui est que de l'ordre de 2,4 électronvolts et qui va absorber une partie de la lumière proche UV, donc il va diminuer le rendement des cellules solaires. Donc, ça fait 20 ans que les gens essaient de trouver une nouvelle couche tampon sans cadmium. Et donc, si on regarde ici, on peut voir qu'aujourd'hui, les derniers records mondiaux qui ont été trouvés pour les cellules solaires à base de CIGS, ils ne sont plus avec du CDS, mais avec une couche de ZnSO, et qui, lui aussi, est déposé comme le CDS, par dépôt chimique en solution. Donc la chimie, évidemment, il intervient à ce niveau-là, mais vous allez voir que la chimie, il peut intervenir aussi au moment de fabrication de l'absorbeur lui-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la technique qui donne le meilleur rendement photovoltaïque pour les cellules solaires à base de CIGS, donc la technique de dépôt qui est le plus utilisée, c'est la coévaporation, donc une technique de vide assez lourde, où on va venir évaporer du cuivre, gallium, indium et de sélénium sur un substrat qui est déjà chauffé à 500 degrés pour avoir notre matériau CIGS. Mais il existe aussi une autre façon de déposer cet absorbeur, c'est d'utiliser des techniques à 2 étapes. Cette fois-ci, on va aller chercher des techniques de dépôt qui sont peut-être plus industrialisables, telles que le sputtering, mais aussi des techniques chimiques comme l'électrodépôt ou printing. Et donc, on va d'abord déposer le substrat, un précurseur, des stacks métalliques, qu'après, on va venir faire un recuit à 500 degrés de ce précurseur sous une atmosphère de sélénisant ou sulfurisant pour obtenir notre absorbeur. Donc, comme je vous ai dit, évidemment, la méthode de coévaporation sous ultravite, il donne aujourd'hui les rendements les plus élevés, mais son coût est aussi élevé. Donc, certains industriels ont utilisé les méthodes séquentielles sous ultravite, mais qui est basée sur sputtering, qui coûte moins cher parce que c'est plus aujourd'hui c'est plus industrialisé, et le recuit. Mais après tout, pourquoi pas utiliser la chimie? Je pense que vous avez vu que l'électrodépôt, dans le cours de Jean-Marie, vous avez vu qu'il est utilisé depuis très très longtemps, de l'époque de Volta, pour couvrir des surfaces avec des métaux. Donc, ça sera intéressant finalement d'utiliser le dépôt de métaux en déposant différents stacks de métaux pour fabriquer cet absorbeur de CIGS. Et finalement, pourquoi? Parce que quel est l'intérêt de l'électrodépôt? D'une part, on va faire un dépôt atmosphérique à température ambiante et à bas coût. Il permet de diminuer fortement les émissions de CO2. Il permet aussi, l'électrodépôt aujourd'hui, il est utilisé largement pour faire des revêtements, par exemple la peinture des voitures. Donc, il permet de faire des matériaux de très bonne qualité avec une uniformité d'épaisseur et stoichiométrie assez élevée, et aussi avec des cadences de fabrication assez élevées. Et donc, ici, voilà ce qu'on peut faire au laboratoire, mais il faut savoir qu'en 2009, il y a une société qu'on appelle Nexis, qui a été créée dans le sud de la France, à Rousset, et qui a décidé de développer cette technologie de l'électrodépôt pour la fabrication de cellules solaires à base de CIGS. Donc, ils sont partis de ce petit bécher, enfin ce matériel de laboratoire, et ils ont développé des grands réacteurs, que vous pouvez voir ici, ce qui permet de déposer finalement les différents métaux sur des surfaces qui vont jusqu'à 60 à 120 cm². Et finalement, ce qui a montré Nexis, c'était qu'ils ont réussi à obtenir, à partir de cette technique-là, des cellules avec des rendements au-delà de 17%, et même ils ont montré la preuve de concept qu'il était possible d'avoir des modules avec des rendements qui vont jusqu'à 15%. Donc, ceci montre que finalement, on peut utiliser l'électrodépôt en technique intéressante, chimique, pour fabriquer les cellules solaires à base de CIGS. Mais si on fait l'absorbeur et la couche tampon par des techniques chimiques, il sera aussi intéressant de venir
finir la cellule, ça veut dire déposer la couche de ZNO qui est aujourd'hui dopée à l'aluminium, qui est un semi-conducteur, qui est un conducteur transparent et conducteur, par l'électrodépôt. Donc, en général, cette couche-là est déposée par sputtering, mais de même, des travaux de recherche se font aujourd'hui pour électrodéposer soit le ZNO, pour déposer soit le ZNO par électrodépôt, ou même faire des dépôts pareils par dépôt chimique en solution. Et vous allez voir que finalement, ces dépôts-là restent aussi des techniques assez simples. Et par contre, dans le cas de l'électrodépôt, il est assez difficile d'introduire de l'aluminium dans les bains de ZNO parce qu'on a une précipitation. Et donc, l'idée, ça a été, au lieu de remplacer le Zn3+, par Zn2+, par Al3+, d'essayer de remplacer l'oxygène par de chlore pour doper ce type de matériau. Donc, ici, vous avez le procédé d'électrodépôt du ZNO, qui est quand même, vous pouvez voir, des réactions électrochimiques assez simples. Donc, les dépôts, en général, ils se font en milieu aqueux, à une température de l'ordre de 80 degrés, ce qui n'est pas très élevé. Et on va venir, comme dopant, ajouter un sel de chlore qui va permettre alors de faire notre dépôt, notre photodépôt sur la surface de CIGS. Et donc, à partir de là, vous pouvez voir, voilà le type de matériau qu'on peut obtenir. Et ce qui est intéressant, c'est que, suivant les conditions de dépôt, finalement, on peut soit avoir des nanophiles du ZNO, ce qui peut être aussi utilisé pour d'autres applications, soit arriver à obtenir du ZNO bien compact et bien transparent et suffisamment conducteur pour être utilisé comme contact avant dans les cellules solaires à base de CIGS. Et donc, ici, vous avez la photo d'une cellule solaire où l'absorbeur a été déposé par l'électrodépôt, où vous avez la couche de CDS qui est déposée par dépôt chimique, et la couche de ZNO qui est déposée aussi par électrochimie. Et on peut voir que cette cellule-là a donné un rendement de 14,3% de rendement, sachant que la même cellule, avec une fenêtre à base de ZNO dopé à aluminium par sputtering, il donnait environ 14,5% de rendement. Donc, finalement, il est possible d'obtenir une cellule presque où toutes les étapes de la cellule sont déposées par des techniques chimiques avec des rendements assez intéressants. Mais évidemment, il y a l'électrochimie, mais il y a des gens en Suisse aussi qui se sont dit pourquoi qu'on fasse de l'électrochimie, faisons justement un dépôt simple chimique en solution, comme la couche de CDS, du ZNO dopé à aluminium. Donc ici, vous avez leurs derniers résultats. Donc comment ils ont fait? Donc eux, ils ont pris un milieu aqueux où ils ont dissous de la poudre d'oxyde de zinc en rajoutant un additif et en mettant juste une file d'aluminium qui, en réagissant dans le bain de ZNO, il permet de larguer du aluminium qui va alors doper leur ZNO. Donc ici, vous pouvez voir qu'ici, ils ont leur ZNO parfaitement transparent, très conducteur. Ici, je ne peux pas donner les valeurs, mais ils disent que c'est très conducteur. Et vous pouvez voir que c'est aussi très dense. Et de même, eux aussi, ils ont réussi d'avoir des cellules solaires avec des rendements de l'ordre de 14,7%. Donc là, je vous ai montré comment la chimie a été utilisée pour les techniques, finalement, les cellules solaires en couche mince classique, comment la chimie, il peut aider finalement à abaisser les coûts de fabrication des panneaux solaires. Mais la chimie a aussi joué un rôle très important dans ce qu'on appelle les filières émergentes et qui se trouvent dans ce coin, dans ce petit coin de ce graphe. En effet, il y a eu en 1991 ce qu'on appelle la révolution photovoltaïque moléculaire. Donc, cette révolution a été effectuée par M. Michael Grätzel, qui est un chimiste suisse d'origine allemande, et qui a fabriqué ce qu'on appelle les cellules solaires à colorant. Ces travaux-là ont également donné naissance en 2001 à un autre type de cellules photovoltaïques qui sont des cellules photovoltaïques organiques et hybrides. Donc l'avantage de ces cellules-là, c'est que finalement, on ne va plus utiliser ces éléments
inorganiques, mais on va aller utiliser des matériaux organiques à base de carbone, azote et l'oxygène, qui sont des éléments légers, abondants et pas chers. Donc, comment ça marche dans ce cas-là, ces cellules solaires-là? Il faut savoir qu'il existe aujourd'hui des molécules organiques, des polymères, qui vont se comporter plus ou moins comme un semi-conducteur classique. C'est-à-dire qu'ils possèdent, ces molécules-là, ils vont posséder des niveaux d'énergie comme les semi-conducteurs, qui sont susceptibles alors d'absorber les photons en créant, comme les semi-conducteurs, des paires électrons-crous qui sont utilisables grâce à des transitions entre les niveaux qu'on va, cette fois-ci, pour ces molécules-là, appeler HOMO, qui est le Highest Occupied Molecular Orbital, et LUMO, qui est the Lowest Unoccupied Molecular Orbital. Et donc, maintenant, une fois qu'on a séparé les électrons, enfin, une fois qu'on a excité les électrons et les trous, il reste maintenant à les séparer efficacement pour les récupérer dans un circuit électrique. Et ceci se fait en essayant de mettre des phases adjacentes, deux phases adjacentes à ce type de molécules. Donc, en ce qui concerne les cellules à colorants, M. Grätzel s'est inspiré de ce qu'on appelle la photosynthèse naturelle dans les plantes. Donc, il a eu l'idée d'utiliser finalement un nouvel concept qui est la photosynthèse artificielle. Dans ce cas-là, la molécule active qu'il a utilisée, c'était ce qu'on appelle le colorant ou le dye. Et donc, comment il a fabriqué sa cellule? En essayant d'imprégner une matrice nanoporose, comme vous avez vu, du coup, il est facile, il y a différentes façons de faire des matériaux nanoporoses du TiO2. Donc, lui, il a utilisé une matrice nanoporose de TiO2 par des molécules de colorants qui étaient capables d'injecter les électrons qui sont photoexcités d'un côté de cellules solaires et de transférer les trous qui correspondaient en utilisant un électrolyte de l'autre côté. Et ainsi récupérer les électrons et créer l'électricité. L'avantage de ces cellules solaires-là, c'est que, on peut utiliser des colorants de différentes couleurs. Donc, on ne va plus avoir une cellule solaire tout noire ou tout bleu, mais on peut utiliser la couleur qu'on veut, à peu près, on va dire ça comme ça. L'autre avantage, c'est que c'est une cellule solaire qu'on peut utiliser des deux côtés. Et en plus, comme c'est fait par des techniques de dépôt atmosphériques, leur fabrication n'est pas si difficile que ça et ça ne coûte pas si cher. Mais l'inconvénient, c'est qu'au bout de 20 ans de recherche, le rendement maximal n'a jamais dépassé les 12%. Malgré tout, ce nouveau concept, qui était assez différent de celui des semi-conducteurs des jonctions pleines classiques, a entraîné la naissance ou la renaissance de ce qu'on appelle le photovoltaïque organique, du fait d'utiliser cette structure interpénétrée. Donc les photovoltaïques organiques, c'est plus ou moins la même chose, mais cette fois-ci, on va utiliser des polymères ou des grosses molécules qui vont finalement se comporter soit comme un semi-conducteur de type P ou de type N, et qu'on va interpénétrer, et ce qui permettra alors de séparer les électrons et les trous. Donc, a priori, le concept est excellent. Comme on dit, le plastique, c'est fantastique, parce que finalement, on peut utiliser ce type de molécule comme une peinture photovoltaïque sur n'importe quel type de substrat, donc sur n'importe quelle forme de surface. Vous pouvez voir ici, et de même avec des couleurs assez différentes. Le problème, c'est pareil, le photovoltaïque plastique n'a jamais dépassé les 11,5% de rendement. Et en plus, il faut savoir que ces photovoltaïques-là, malheureusement, ils ne sont absolument pas stables dans le temps, et donc ils ont des durées de vie qui vont de 1 mois à 2-3 années. Donc finalement, aujourd'hui, on peut dire que ce ne sont pas les meilleures cellules photovoltaïques qui existent sur le marché. Mais tous ces travaux de recherche, il faut savoir que ça n'a pas servi à rien, parce que, en mettant les efforts, les gens qui ont travaillé, donc en travaillant sur les cellules solaires à colorants ou les cellules solaires organiques, ces deux technologies ont donné naissance
en 2013 un nouveau type de cellules solaires qu'on appelle les filières perovskites. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'en moins de 4 ans, on est passé d'un rendement de 12% à un rendement de 21%, ce qui est quand même assez spectaculaire. Et je pense qu'à part le début du développement de silicium, aucun panneau solaire, aucune cellule solaire n'a pu avoir une augmentation de rendement aussi rapide en aussi peu de temps. Donc, pourquoi on appelle ces cellules solaires perovskites? Parce que ce sont des molécules qui ont une structure copique face centrée similaire de CaTiO3, qu'on appelle aussi le perovskite. Par contre, ce ne sont pas des matériaux inorganiques, mais à moitié organiques et moitié inorganiques. Ils sont en général, vous avez ici leur structure, et ils sont en général basés sur les halogénures de méthylammonium de plomb. Donc, leur propriété, c'est quoi? C'est que finalement, ces matériaux-là, suivant l'halogène qu'on va utiliser, ils ont un gap direct qui peut varier entre 1,5 et 2,3 électronvolts. Ils ont des coefficients d'absorption extrêmement élevés. Donc, on peut les utiliser comme en couche mince. Et en plus, ils ont d'excellentes mobilités de charge. Donc, ils font vraiment, en théorie, de très bons absorbeurs pour le photovoltaïque. Et alors, c'est dans les années 2007 qu'il y a eu une équipe japonaise qui a eu l'idée finalement de venir prendre les cellules à colorant et remplacer le colorant par ce matériau perovskite. Mais ce n'est quand même pas eux qui ont, qui ont contribué aux avancées les plus importantes, mais c'est quand même ces deux personnes-là, toujours M. Grätzel, qui avait travaillé sur les cellules à colorant, et ce monsieur qui s'appelle Henry Snaith, qui avait fait une thèse dans le domaine du photovoltaïque organique et qui a été le postdoctorant de M. Grätzel, qui ont travaillé et ils ont réussi à développer les cellules solaires photovoltaïques à base de perovskite sous la forme qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au début, ils ont utilisé ce matériau comme colorant, mais après tout, petit à petit, ils se sont dit que finalement, on n'a pas besoin d'utiliser un colorant et du TiO2. On va utiliser directement ce perovskite comme un absorbeur. Donc, ils ont utilisé, comme dans le cas d'une cellule solaire en couche mince, là, ils ont obtenu un rendement de 19,7%. Et après, ils se sont dit, par contre, si on fait un absorbeur plutôt poreux, on peut améliorer quand même le rendement. Et aujourd'hui, on est à 21% de rendement. Donc, il faut savoir que depuis 2012, il y a eu quand même une évolution des concepts de ce type de cellules solaires et des procédés. L'avantage de ces cellules-là, c'est qu'en 4 ans, on est passé à un rendement de 3 à 21%. Que cette technique-là, on peut utiliser des procédés bas coût chimiquement qui sont des technologies similaires aux cellules organiques, telles que le spin coating, deep coating, mais on peut aussi utiliser des techniques de vide, telles que l'évaporation, pour préparer ces cellules-là. Mais évidemment, tout n'est pas si rose et si beau, c'est-à-dire il reste quelques gros problèmes à résoudre pour ces cellules-là. D'une part, c'est que le rendement de ces cellules-là, aujourd'hui, n'est pas très stable dans le temps. Ces matériaux-là, si on les chauffe au-delà de 100 degrés, ils changent de phase, donc ils peuvent perdre en rendement, et quand même, il y a du plomb dans ces matériaux. Mais ce sont les challenges qu'aujourd'hui les chercheurs se sont donnés pour résoudre tous ces problèmes-là. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent au niveau européen qui sont investis pour développer ce type de cellules solaires. Mais tout cela étant dit, on a vu que finalement, quoi qu'on fasse, on peut aujourd'hui, avec toutes ces cellules solaires-là, ne pas dépasser les rendements de 30%. Malgré tout, vous pouvez voir ici qu'il y a quand même toute une série de panneaux solaires où les rendements, ils ont largement dépassé les 30% et ils ont même atteint les 46%. Donc, comment on fabrique ces panneaux solaires-là? Donc, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va venir? On ne va pas utiliser une simple jonction, mais on va utiliser de la multijonction. C'est-à-dire qu'on va prendre différents matériaux avec différentes gaps, qu'on va les déposer les uns sur les autres, ce qui va permettre finalement de couvrir tout le spectre solaire
Donc, chaque matériau va absorber une partie du spectre solaire. Et au total, si on absorbe tout le spectre solaire, on va arriver à obtenir des rendements au-delà des 30% théoriques. Donc, les cellules solaires à multijonction, aujourd'hui, il faut savoir que ce n'est pas un concept nouveau, mais c'est un concept bien établi, mais qui coûte très cher. Par exemple, ici, vous avez une cellule solaire à base de germanium, GaINAS et GaINP. Mais ces cellules solaires-là sont des techniques qui sont essentiellement utilisées au niveau des satellites parce que leur fabrication est assez difficile et coûteuse. Mais après tout, finalement, ça c'est le cas, mais on a vu qu'on sait aujourd'hui faire des cellules solaires à base de silicium qui ont des rendements de l'ordre de 25%, assez régulièrement en fait. Donc, et aussi, on sait fabriquer des cellules solaires en couche mince ou par des techniques, d'une part à bas coût, et d'autre part qui permettent, suivant leur composition, de varier le gap de ces matériaux-là. Alors finalement, au lieu qu'on soit concurrents, les cellules à base de silicium et les cellules en couche mince, l'idée c'est de venir et regrouper nos forces. Comment? Donc pourquoi pas aller vers des cellules justement à multijonction, où on a une cellule solaire à base de silicium ou de CIGS à faible gap, au-dessus de laquelle on va déposer, pourquoi pas du perovskite ou du CIGS, mais cette fois-ci à grand gap, ce qui va alors nous permettre de finalement aller vers des rendements de 30%. En effet, il y a eu quand même des premières simulations qui ont été faites et qui montrent que si, par exemple, ici, vous pouvez voir, si on prend une cellule solaire à base de silicium, et on réussit à déposer par-dessus un perovskite qui a un gap de 1,8 électronvolts, théoriquement, on peut arriver à un rendement de 37%. Et également, il y a des travaux qui ont montré qu'effectivement, en jouant sur la quantité de l'halogène qui est utilisée dans ce type de cellules solaires, il est possible, comme vous pouvez voir ici, de moduler le gap du perovskite. Et donc, finalement, maintenant, ceci est possible. Évidemment, donc on sait faire du cellule solaire à base de silicium. Maintenant, il reste à réussir à faire la multijonction pour aller vers des rendements très hauts. Donc, pour cela, évidemment, il faut quand même résoudre quelques problèmes technologiques et ce n'est pas si facile que ça, mais ce qui montre que la recherche n'est pas terminée et que les chercheurs continuent à travailler. Ils ont pas mal de sujets pour développer les cellules solaires. Donc, là, je vous ai donné quelques exemples de la chimie et comment la chimie a pu aider pour améliorer soit les rendements des cellules solaires, soit pour fabriquer de nouveaux types de cellules solaires, soit comment baisser le coût de fabrication des cellules solaires. Mais ceci, c'était vraiment un petit exemple. Et là, je vous ai montré cette figure-là que je trouvais sur Internet et qui illustre bien que l'histoire du photovoltaïque n'est pas terminée. Et il y a quand même beaucoup de recherches sur de nouveaux matériaux qui sont en cours pour aller vers la 4e génération de cellules solaires et dépasser largement les 30% de rendement. Donc, on a pu voir l'année dernière, par exemple, un avion solaire. On a entendu parler des routes solaires. Évidemment, ce ne sont pas des choses qui sont utilisées de manière, on ne le voit pas encore très populaire, mais évidemment, c'est à nous, chercheurs, de faire l'histoire et faire en sorte que demain, on puisse voler avec un avion solaire et finalement avoir toute notre énergie qui proviendra du soleil. Donc, j'espère que j'ai pu vous montrer que le photovoltaïque, aujourd'hui, c'est une source d'énergie majeure et abondante pour la transition énergétique et évidemment pour la lutte contre le changement climatique. Et qu'à travers les exemples que je vous ai montrés, je puisse vous convaincre qu'il y a l'émergence de nouvelles filières basées sur des procédés innovants et de nouveaux concepts issus de la chimie. Maintenant, c'est à nous de créer la prochaine étape pour le développement à grande échelle des panneaux photovoltaïques et à nous de faire l'histoire du photovoltaïque. Je vous remercie de votre attention.